Bon, maintenant, tu vas nous parler du coup de la dernière mise à jour en prod de Starknet, ce que ça a fait, et des prochaines mises à jour de Starknet. Donc, pour rappel, on parle beaucoup de Starknet, c'est un layer 2 qui a choisi la performance avec son propre langage de programmation. Et donc, on a eu une mise à jour qui a été faite cet été, qui a augmenté nettement les performances. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à booster les performances? Et qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour améliorer Starknet? Alors, le boost des performances sur la version 0.12 de cet été, c'est principalement dû à ce qu'on vient de dire juste avant avec Lambda Class, avec le composant qu'ils ont développé en Rust, qui est la KROVM. Donc, Rust, c'est un langage de programmation qui est réputé pour être extrêmement rapide. Et la KROVM, c'est ce qui exécute les programmes en Cairo et donc les smart contracts sur Starknet. C'est, si vous voulez, l'équivalent de l'EVM pour Ethereum. D'accord? Donc, c'est un composant qui est crucial, évidemment, parce que plus vous êtes capable d'exécuter cette machine virtuelle rapidement, plus vous pouvez exécuter des transactions par seconde. À la base, celle qui avait été écrite par Starkware était en Python. D'accord? Python, qui est un langage qui est lent. Et Lambda Class l'a refait en Rust. Et donc, une grosse partie de l'amélioration de performance est due à cette migration de cette KROVM en Python vers Rust, ce qui a multiplié par plus de 10 les TPS qu'on peut gérer pour Starknet. Après, il y a eu plein de petits d'autres improvements, mais le gros improvement, c'est ça, c'est le passage à une stack full Rust. Donc, on a passé tous nos composants de la stack voilà. Donc ça, c'était l'upgrade majeur. Après, je vous rassure, on en a encore énormément sous le coude, hein, c'est que le début. Donc là, comme tu l'as dit, on a record sur le mainnet un pic à 126 TPS. On va dire, allez, je peux pas prédire l'avenir, mais je pense que on pourra gérer 1000 TPS sous une échelle de 12 mois, d'accord? Ok. Ouais, je pense qu'on pourra gérer. Là, parce que bon, c'était un pic. Vous seriez capable de gérer 126 TPS en constant, tu penses? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut gérer. Je pense que là, tout de suite, on peut gérer du 50 TPS en constant. Je pense. 126 peut-être pas, mais il faut qu'on ait plus de demandes pour le tester. Ouais. Parce que c'est très difficile de reproduire en conditions réelles, parce que des fois on fait des tests en environnement de DevNet, TestNet, mais des fois c'est toujours différent des conditions réelles. Mais voilà, nous l'idée de toute façon c'est comme quand on fait de l'optimisation de performance, on corrige le premier bottleneck évident. Le bottleneck, donc c'est le goulot d'étranglement en français, c'est-à-dire la première chose bloquante qui vous freine. Donc vous corrigez le premier problème, et ensuite vous en trouvez un autre. Très bonne remarque. Quand il y a de la demande, le système crash effectivement. Il y a eu une campagne NFT qui a révélé justement un de ces nouveaux bottlenecks qu'on ne connaissait pas encore. Donc il y a une campagne NFT qui a été dirigée par l'écosystème Starknet, des projets de l'écosystème qui ont voulu marquer le coup de la campagne Quantum Leap, donc qui est cette fameuse upgrade de Starknet. Ils ont voulu organiser, commémorer l'événement, et effectivement ça génère énormément de demandes. Il y a eu plus de 90 000 minutes très rapidement, etc. Et le système a crashé très clairement. Il faut le reconnaître. Et ça a permis d'identifier un nouveau goulot d'étranglement qu'on avait jusqu'à là jamais vu. Non, là, ça avait vraiment craché dans le sens où, plutôt ralentir. Effectivement, plutôt ralentir dans le sens où on avait un composant dans le système qui n'avait jamais été mis à rude épreuve et qui l'a été pour la première fois et qui a dû mettre un certain temps avant de pouvoir éponger les transactions qui étaient dans le backlog, dans le même pool, si vous voulez. Mais du coup, c'est bien dans le sens où, ok, ça peut paraître bizarre que je dise ça. Je te coupe juste. Donc du coup, ça a crash, tout s'est coupé, ou juste il y a une production de blocs qui s'est retardée très longtemps? C'est quoi qui s'est passé? Il y a une production de blocs qui s'est retardée très longtemps. Ouais, tout à fait. C'est quand même différent. C'est ce qui s'est passé avec Base aussi hier. Hein. Ouais, exactement. Parce que sur Solana, ça coupe, ça crash. Hein. Ouais. Par exemple, quand on parle de crash, c'est vraiment la blockchain elle est coupée, il faut la redémarrer. Ouais, non. Et Ethereum, on a déjà eu des problèmes de finalisation de blocs, mais ça n'a jamais crashé. Là, c'est pas un crash, c'est une prolongation. Et c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que justement, ça nous a permis d'identifier un bug qu'on est en train de corriger, qui va être mis à jour très prochainement. Et donc, après la campagne NFT va repartir dans quelques jours, ça va être annoncé. Et là, la prochaine fois, justement, normalement, on sera prêt. Et en tout cas, on sera prêt jusqu'au prochain bottleneck. Mais il faut savoir que c'est un processus qui est normal, d'accord? Toujours quand on travaille sur l'optimisation de performance, on corrige le premier goulot d'étranglement et ensuite on en a un nouveau et un nouveau. Et pour arriver au prochain palier, il faut plus de demandes. J'aimerais que tu nous parles rapidement de la stack technique qui devient progressivement open source. Tu as fait une communication publique à ce sujet-là qu'on a repris avec Coin Academy tout à l'heure. On voit pas mal de choses ici. Je me permets de zoomer pour ceux qui regarderont la rediffusion. Donc, dans les catégories, on a Full Node, Execution Engine, Séquenceur et Prover. C'est quoi tout ça? C'est quoi un Full Node?
Ce tableau, mec, je suis extrêmement fier de ce tableau, extrêmement bullish, et je veux répondre à tous ceux qui me disent que Starknet est derrière les compétitions. Regardez ce tableau, comprenez ce que c'est, et regardez ce même tableau chez tous les autres L2. Vous verrez que sur chaque partie, il n'y a qu'une seule ligne, d'accord? Il n'y a qu'une seule entité, c'est le protocole en question. Nous, on a pour chaque composant de la diversité. Donc, je vais essayer de préciser parce que c'est un point qui est extrêmement important et sur lequel de haut en bas, full node, execution, séquenceur. Bon, déjà, on voit project, donc c'est des équipes différentes et pas seulement celles de Starknet. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est là où on est extrêmement en avance sur la concurrence dans le sens où, par exemple, prenez zkSync. Pour full node, ils auront une ligne. C'est leur full node à eux, développé par zkSync. Execution Engine, pareil. Séquenceur, pareil. Prover, pareil. Nous, pour chaque ligne, on a de la redondance. On a plusieurs implémentations. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la client diversité sur Ethereum. Vous savez, sur Ethereum, il y a Get, il y a Ret, il y a Erigon, il y a Bezu, il y a plein de nodes. Et ça, c'est extrêmement important pour la décentralisation. Parce que ça veut dire que vous assurez qu'il n'y a pas une seule implémentation de chaque composant crucial de la stack, et aussi que un acteur malveillant ne pourrait pas introduire par exemple une backdoor ou un bug malicieux volontairement, etc. Donc ça, donc l'intérêt c'est quoi? C'est que tu vas avoir quoi? Des langages de programmation différents, des intégrations différentes. En cas de bug de l'un, tu as les autres pour pouvoir backer. Exactement. C'est exactement ça l'intérêt. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Avoir différents langages de programmation, une assurance de sécurité si jamais il y a un bug. Et ça a sauvé plusieurs fois Ethereum dans le passé, hein. Une implémentation en particulier qui était buggée, mais le réseau continuait de tourner parce que les autres n'étaient pas impactés. Donc ça renforce la sécurité, la diversité, la résilience du réseau. Ça permet aussi d'attirer plus de développeurs qui vont builder sur le protocole parce que il y a par exemple des gens qui ont une affinité avec un certain langage qui vont pouvoir travailler sur une partie de la stack, alors que s'il y avait qu'une seule implémentation d'un certain langage, il serait complètement exclu. Donc c'est aussi bien aussi en termes de diversité et accès aux chances, d'accord, par rapport aux développeurs. Et c'est un pas extrêmement important vers la décentralisation d'un protocole pour s'assurer qu'il n'y a pas un acteur qui a le full contrôle sur tout le réseau. Là, par exemple, ça fait que nous, Starkware, on n'a pas la main sur tous ces logiciels. Donc, au bout d'un moment, on peut pas dire, non, c'est ça la vérité de Starknet. On va devoir vraiment avoir des spécifications comme sur Ethereum et tout le monde va devoir implémenter ces mêmes spécifications pour que tout soit interopérable, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important, cette diversité. Et je vous invite à essayer de trouver l'équivalent de ce tableau. Tous les autres L2, tous, sans exception. Il n'y en a aucun qui est un quart, même pas un dixième d'être aussi avancé sur la diversité de sa stack. Alors, tu vas nous parler des différentes catégories très rapidement. Un full node, c'est quoi? Execution Engine, c'est quoi? On commence par full node, c'est quoi? Full node, donc, bon, dans le cadre d'un L2, c'est un peu différent que dans le cadre d'un L1, mais le full node, grosso modo, c'est une entité qui ne va pas produire des blocs, d'accord, mais elle va écouter ce qui se passe pour le réseau et elle va vérifier le respect des règles du consensus, d'accord? Quand elle fait tourner un full node, ok, vous n'allez pas produire des blocs, mais vous allez être sûr que les producteurs de blocs ils respectent les règles du consensus. Vous allez avoir accès aux données de la blockchain sans avoir à taper sur une Infura, par exemple, ou ce genre de choses. Vous êtes souverain sur vos données et vous pouvez taper sur des RPC sans avoir à demander l'accès à qui que ce soit, etc. Donc, vous participez au réseau sans créer de blocs. Donc, ça, c'est le full node, extrêmement important. Ok. Et donc, ça devient un opérateur de full node pour d'autres personnes qui veulent pas héberger toute la blockchain, mais qui veulent avoir accès à des données, du coup, par exemple. Par exemple, oui, voilà, exactement. Tout à fait. Ok. Ensuite, Execution Engine, on en a deux. Ouais, Execution Engine, on en a deux. Donc ça, l'Execution Engine, bon, ça c'est technique, mais c'est ce qui prend la VM Cairo et ce qui rajoute la couche Starknet, on va dire. En gros, dans le sens où Cairo, c'est un langage de programmation, il a sa VM, etc. Et après, il y a des spécificités pour Starknet. Vous pouvez utiliser Cairo sans Starknet. Pour utiliser Cairo dans le contexte Starknet, il y a besoin de l'Execution Engine qui va être un peu la Cairo VM++ avec les spécificités Starknet. Voilà. Je rentre pas trop dans le détail, il n'est pas super important à comprendre celui-là, c'est très technique. Ok, très bien. Mais juste, c'est comme si c'est un compilateur, c'est quoi? Non, c'est celui qui va vraiment exécuter le smart contract, d'accord? D'accord. Lui-même, il va avoir la VM Cairo, mais il rajoute des trucs en plus. C'est lui qui est capable d'exécuter le smart contract, in fine. Ok. Ensuite, on a séquenceur et prover. Séquenceur, c'est celui qui va créer les blocs. Voilà. Il va recevoir les transactions des utilisateurs, il exécute grâce à l'execution engine, et après il update le state, donc la base de données du L2, attention, et il crée les blocs du L2 en permanence, etc.
D'accord. Et là, on n'est qu'au niveau L2. Là, il crée le séquenceur, c'est celui qui crée la blockchain, le L2. Ouais, mais là, jusque-là, on n'envoie pas les preuves. Et le prover, c'est celui qui fabrique la preuve et qui la soumet au L1, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Ok, donc voilà. il travaille de concert avec le séquenceur. Le séquenceur lui envoie les infos, lui, il génère sa preuve et il la balance sur le L1. Ouais, exactement. Okay. Et donc, on va avoir plusieurs séquenceurs. On nous parle de séquenceurs centralisés sur les layers 2 également, mais là, on en voit 3. Du coup, ça veut dire quoi? Attends, pardon, c'est quoi? Là, on a séquenceur, on en a 3. On a celui-là, celui-là et celui-là. Mais on nous dit à chaque fois, le problème des layers 2, c'est qu'ils ont un seul séquenceur qui est centralisé, qui s'occupe de générer les blocs. Mais du coup, là, il y en a 3. Alors, là, il y a 3 implémentations, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont utilisées sur le mainnet. Donc, il y a 3 implémentations qui sont disponibles, mais pour l'instant, il n'y a qu'un séquenceur centralisé qui est opéré par Starkware et qui utilise le nôtre. Voilà. Okay. Oui, c'est pour ça qu'ils ne sont pas en production, les autres. Ouais. Et vous comptez justement décentraliser le séquençage ou pas? Bien sûr, complètement. Comment dirais-je? Oui, sur le community forum de Starknet, il y a une série de 7 posts qui expliquent le plan pour justement décentraliser. Je sais pas si je peux t'envoyer des liens ici. Tu peux. Sur le chat, tu m'as envoyé un message de chat. Sinon, tu me l'envoies sur WhatsApp. Et tu me dis... Là, ici, je t'ai envoyé le lien. Super. Voilà, vous prenez ce lien. Vous avez une série de 7 posts. Je vais l'afficher. Ouais, ça marche. Je vais l'afficher. Ok. Je vous le mets accessoirement dans le chat comme ceci. Attends, je vais me l'envoyer sur WhatsApp, comme ça, pour la rediffusion sur YouTube, vous l'aurez dans la description aussi, pour pas que j'oublie. Donc, qu'est-ce qui nous explique ce post exactement, Abdel? Alors, ce post explique justement le plan pour la décentralisation du réseau. Donc, en plusieurs parties. Donc, comment appliquer un consensus. Donc là, qui serait basé sur Tendermint, qui est utilisé notamment sur l'écosystème Cosmos, par exemple. Après, sur comment décentraliser la partie prover, comment enchaîner les preuves et tout. Enfin, c'est assez compliqué parce que la décentralisation du L2, c'est pas aussi simple que la décentralisation du L1. Il suffit pas de dire je mets plein de nodes et ça résout le problème. Parce que comme on l'a vu précédemment, il y a plusieurs composants, il y a le prover, le séquenceur, etc. Mais voilà, cette série de 7 posts explique en détail le plan pour la décentralisation. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.